Alors, pour nous éclairer ce matin, nous avons fait appel à Nicolas Bertrand, qui est à New Delhi, à Fanny Leterre, que nous rejoindrons au Brésil, Sylvain Le Petit, notre correspondant au Moyen-Orient, et enfin à Arnaud Miguet, qui nous emmènera au Japon. Pour notre première escale, direction New Delhi, où nous attend Nicolas Bertrand, car s'il y a bien un pays où les conditions de travail sont déplorables, c'est bien l'Inde. Là-bas, figurez-vous qu'un supérieur hiérarchique peut humilier à sa guise ses employés et ça fait presque partie des mœurs. Bonjour Nicolas. Pour nous, ça paraît impensable, cette banalisation de la violence. Vous le comprenez ? Oui, bonjour Laurent, c'est bien sûr extrêmement difficile à imaginer en France, mais ici c'est le quotidien de millions et de millions de salariés indiens. Par exemple, vous ne pouvez pas parler devant votre chef, vous devez vous lever quand votre chef entre dans une pièce et si vous faites une erreur, par exemple si vous égarez un dossier, eh bien votre supérieur pourra vous gifler en public ou vous infliger n'importe quel type de punition sans que vous n'ayez à broncher. Mais ce n'est pas tout. Si votre chef veut vous faire des choses qui sortent du cadre strict du travail, comme cirer ses chaussures ou bien récurer les toilettes, il en a tout à fait le droit et cela ne se limite pas à certains types ou certains secteurs d'activité. C'est le cas par exemple dans les banques ou dans des compagnies informatiques. Vous l'avez compris, la hiérarchie est extrêmement importante et votre seul objectif, eh bien, c'est de gravir les échelons afin d'avoir à votre tour des employés à votre botte que vous pourrez à votre tour harceler. C'est un cercle vicieux qui peut parfois finir très très mal. Regardez ce reportage, il est signé Héloïse Layan et Ramohan Pateria. Nirmala Kumari a trouvé de nouveaux patrons. Elle est employée de maison pour de riches familles indiennes. Au quotidien, elle prépare les repas, astique le sol. Aujourd'hui, elle espère que cette nouvelle famille sera plus conciliante, car son travail a souvent été la source d'humiliation. Mes anciens patrons me disaient « Tu veux de l'argent sans rien faire, c'est ça ? Tu es une moins que rien, tu ne sais pas travailler. » Lorsque je nettoyais le sol, ils le salissaient exprès avec leurs chaussures et disaient « Ce n'est pas propre, nettoie encore. » Sans cesse rabaissée, sa vie a parfois été un enfer. Mais avec 5 enfants à scolariser, elle ne peut pas se passer de ces quelques roupies par jour. Je pleurais toute la journée tellement mes employeurs m'insultaient. Je voulais quitter ce travail. J'implorais Dieu, je lui demandais pourquoi il m'avait fait domestique. Comme elle, 30% des travailleuses indiennes sont des domestiques, soumises au bon vouloir de leur patron. Car dans le confinement des maisons, aucune loi ne s'applique vraiment. Chez les particuliers, dans les bureaux, dans les usines, le harcèlement au travail est commun en Inde et concerne toutes les professions. Mais il est d'autant plus violent lorsqu'il touche les plus pauvres. Dheeraj Singh est ouvrier dans l'automobile. Il travaillait pour un sous-traitant de Suzuki dans la banlieue de New Delhi. En avril dernier, il a été licencié du jour au lendemain, sans notification. Voici l'entrée et là l'usine. Je travaillais là-bas. En avril, il y a eu un mort, alors on a demandé plus de mesures de sécurité. Les chefs ont dit que ce n'était pas notre problème et ils m'ont licencié. Menacé par la direction, il ne peut plus s'approcher de l'usine. C'est un peu à l'écart qu'il parle de ces rapports quasi maître-esclave. Le chef disait, si je veux que vous travaillez 12 heures ou même 15 heures, alors vous le ferez. Tous les employés avaient tellement peur qu'on ne disait rien. On est comme des esclaves depuis 15 ans. Quoi que le chef nous demande, on doit obéir. Et si quelqu'un ose se rebeller, il est licencié. Désormais, il ne veut plus se taire. Cet après-midi, il retrouve une vingtaine d'ouvriers de son usine. Et en militant, ensemble, ils essaient de créer un syndicat. Si nous arrivons à créer un syndicat, alors nous aurons la justice avec nous. Si nous réussissons à être unis, alors nous aurons notre mot à dire. Les intimidations, le dépassement horaire, les violences, c'est illégal. La loi indienne est censée être de leur côté. Il y a une loi, mais elle n'est jamais appliquée. Ces usines, ce sont des États dans l'État. Il n'y a pas de loi indienne qui s'applique. C'est le manager qui fait sa loi. C'est un rapport de force qui s'engage. Ils le savent. Il leur faudra beaucoup de courage pour défendre leurs droits.
Nicolas, on vient de voir dans ce reportage qu'il est effectivement extrêmement difficile de dénoncer ce harcèlement. Et qu'il existe même une forme de fatalisme chez les employés qui se murent dans le silence, non ? Mais oui, bien sûr, ils se taisent, et particulièrement les plus pauvres. Et les raisons de ce silence sont bien sûr économiques, vous l'aurez compris. Ici, les salaires ne sont pas bien élevés, parfois seulement quelques euros par jour. Mais ces salaires sont très précieux et personne ne veut perdre son travail. Alors, ils se taisent, ils courbent l'échine et ils acceptent le harcèlement. Il y a aussi quelque chose de culturel peut-être. Ici, il y a une sorte de défaitisme. Cela fait partie du monde du travail de se faire harceler. Alors, eh bien, encore une fois, les gens courbent l'échine, subissent ce harcèlement. Et puis, j'ajoute qu'en Inde, 90% des employés n'ont pas de contrat de travail. Cela fait partie de ce qu'on appelle ici le secteur informel, des petites entreprises ou des entreprises familiales. Eh bien, sans contrat de travail, bien sûr, il est difficile de faire respecter le code du travail. Et donc, encore une fois, ce sont les supérieurs qui ont tout pouvoir sur vous. Oui, et puis Nicolas, il y a aussi ce fameux système de caste qui hiérarchise les individus en Inde. Est-ce que ça peut expliquer ce harcèlement au travail ? Oui, tout à fait. Quelque part, c'est ce système des castes qui est reproduit dans le monde du travail. D'ailleurs, les postes à responsabilité, les postes les plus élevés, sont presque toujours confiés à des personnes qui viennent, qui émanent de ces castes les plus hautes. Et inversement, les postes les plus bas, les plus dégradants, sont eux occupés par des personnes qui proviennent des castes les plus basses. Si vous n'êtes pas de la même caste que votre collègue, il se peut qu'il refuse, par exemple, de partager son déjeuner avec vous à la cantine ou tout simplement de vous écouter dans le cadre du travail. Et comme pour le système des castes, il y a vraiment un côté très fataliste. Si vous avez ce job très en bas de l'échelle, eh bien c'est le sort qui en a décidé ainsi. Il faut l'accepter, quitte à vivre un enfer. La société indienne et le monde du travail indien sont parmi certainement les plus injustes au monde. Oui, je peux vous dire que ça fait un peu froid dans le dos. Merci Nicolas, à bientôt évidemment. Pour la suite du périple, nous partons au Brésil où le harcèlement au travail est devenu monnaie courante. Et oui, et il concerne en majorité les femmes qui dans ce pays sont régulièrement victimes de sexisme. Bonjour Fanny, est-ce que les Brésiliennes ont fini par se mobiliser face à ce qu'on peut appeler un fléau ? Oui, bonjour Laurent. Heureusement qu'elle se mobilise, heureusement qu'il y en a pour se mobiliser, parce que selon un dernier sondage, 52% des Brésiliennes ont déjà vécu des cas de harcèlement dans le cadre du travail. Et pourtant, il n'existe seulement que 2 associations d'aide aux victimes dans tout le pays. C'est très peu. Alors nous avons rencontré des militantes, des femmes brésiliennes, et qui ont dédié leur vie à aider, à assister juridiquement ces victimes, mais aussi à former les employés des entreprises à comprendre et à dénoncer le harcèlement. C'est un reportage réalisé par Marie Dengagbe et Quentin Delaroche. La dénonciation contre l'acteur José Mayer a uni et mobilisé des femmes connues et anonymes contre ce type de crime. En juin dernier, le Brésil fait face à son plus gros scandale de harcèlement moral et sexuel au travail. L'un de ses acteurs fétiches est accusé par une costumière. Une affaire médiatisée qui a mis en lumière un fléau de la société brésilienne. Dans mon ancien travail, l'un de mes superviseurs n'arrêtait pas de me draguer, de me faire des réflexions. Il me harcelait, alors qu'il savait que j'étais mariée. J'ai des tas d'histoires. Et on en parle de plus en plus maintenant entre femmes. C'est clair, c'est presque une exception de ne jamais avoir vécu un harcèlement. 52% des femmes disent avoir déjà vécu des situations de harcèlement au travail. Alors pour leur venir en aide, à São Paulo, âgées d'à peine 25 ans, Ana Paula Braga et Marina Ruzzi ont fondé le premier cabinet féministe du pays. On vient tout juste de déménager dans ce nouveau bureau. On a encore des travaux à faire. En un an à peine d'exercice, leur bureau a grandi en même temps que leur succès. 250 femmes ont déjà fait appel à leur service. Elles offrent une oreille attentive et des conseils juridiques. La culture sexiste est profondément enracinée. La plupart du temps, la parole de la femme n'est pas prise au sérieux. On croit qu'elle ment, qu'elle fait ça par intérêt, ou qu'elle veut simplement profiter de la situation. C'est très commun que ce soit la femme qui porte plainte qui soit renvoyée de son travail. Alors qu'elle est victime de harcèlement et qu'elle souhaite en parler, c'est elle qui est licenciée et pas son agresseur. La loi brésilienne prévoit jusqu'à 2 ans d'emprisonnement en cas de harcèlement sexuel et des dommages et intérêts en cas de harcèlement moral.
Mais son application rencontre beaucoup d'obstacles. Si la loi était réellement appliquée, on serait bien protégé au Brésil. Mais le problème, c'est que ceux qui font appliquer les lois sont machistes. Généralement, ce sont des hommes blancs, plutôt âgés et qui sont conservateurs. En attendant d'appliquer la loi dans les tribunaux, il faut prévenir les risques dans l'entreprise. Depuis 18 ans, c'est le combat d'Alessandra Costa. Elle est la seule à donner une formation à des professionnels de ressources humaines, comme ici, à Santos. Comment se caractérise le harcèlement? Qu'est-ce que c'est réellement? Il n'y a pas vraiment de définition, c'est totalement subjectif. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Le problème, c'est que l'on ne comprend pas vraiment, même légalement, ce qu'est le harcèlement moral. Durant 2 heures, Alessandra Costa, vidéo exemple concret à l'appui, essaye de changer les mentalités. Difficile dans un pays où les embrassades et les accolades sont de mise, même au travail. Le seul fait que la personne vous touche, ou que même sans vous toucher, elle vous fasse un compliment, c'est déjà une intrusion dans votre intimité. On doit vraiment commencer à sensibiliser les personnes au Brésil pour qu'ils comprennent ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Sensibiliser au harcèlement, un défi de plus en plus complexe au Brésil. Alors que les dénonciations avaient connu un boom entre 2012 et 2015, la crise économique et la précarisation de l'emploi sont passées par là. Les plaintes ont depuis chuté de plus de 70%. Fanny, est-ce que ça veut dire que les mentalités sont en train de changer grâce notamment à ces formations destinées à ces professionnels ? Malheureusement, elle change très lentement pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, parce que les Brésiliens n'ont pas vraiment la culture de la dénonciation. Il faut savoir qu'ici, le Brésil vit une grande crise économique, une grande précarité du travail. Alors, les Brésiliens préfèrent fermer les yeux de peur d'être licenciés, d'être remerciés. Et la deuxième raison, c'est parce que le harcèlement moral n'est pas considéré comme crime aux yeux de la loi. Et pourtant, les clichés au sein de l'entreprise ont la vie dure, les clichés sociaux, de genre, mais aussi racistes. Alors, il y a une sorte de hiérarchie du harcèlement dans le cadre de l'entreprise brésilienne. Il y a évidemment les femmes, on leur demande souvent de porter des jupes courtes, de se maquiller, d'être un peu aguicheuses, d'être un peu en somme plante verte pour le client, surtout aussi dans les entreprises internationales, de véhiculer l'image de la femme brésilienne un peu sexy pour plaire aux clients étrangers. Et puis tout en bas de la hiérarchie du harcèlement, malheureusement, il y a la femme noire brésilienne. Elle est souvent victime de réflexions sur la couleur de sa peau, sur ses cheveux crépus. On lui demande parfois de se lisser les cheveux pour faire plus sérieuse. Voilà des types de harcèlement moral, sexiste mais surtout raciste, qui ont la vie dure et qui sont malheureusement très courants au sein de l'entreprise brésilienne. Dites-moi, Fanny, voilà un tableau assez triste que vous nous brossez là. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une petite lueur au bout du chemin, un espoir pour l'avenir ? Oui, il y a une petite lueur quand même. Je ne vais pas vous rendre tout triste. Vous voyez, ces deux jeunes avocates de São Paulo, eh bien, elles ont fait des émules. Il y a une dizaine de cabinets comme ça, spécialistes des femmes qui ont grandi, qui ont vu le jour dans tout le Brésil. Alors ça, c'est dans le domaine privé, mais dans le domaine public, eh bien, les mairies, les villes commencent à se mobiliser. À Curitiba, notamment, une ville du sud du pays, eh bien, la chambre, le conseil municipal vient de lancer une campagne contre le harcèlement moral, ce qui est une chose très rare au Brésil. Une campagne intitulée « Harcèlement moral, non, l'ambiance de travail doit être agréable ». Imaginez, nous sommes en 2017, c'est une des premières campagnes du genre lancées au Brésil. L'idée, former tout le monde dans l'entreprise, des chefs, des cadres, jusqu'aux stagiaires, pour peut-être un jour changer la mentalité des futures générations dans les entreprises brésiliennes. Oui, mais c'est vrai que Curitiba est une ville un petit peu à part et plutôt progressiste depuis bien des années déjà. Merci en tous les cas, Fanny, et à très bientôt. Nous allons marquer une petite pause numérique avec Julia Livage. Si le harcèlement a toujours existé, il a pris une nouvelle forme, plutôt dévastatrice, au XXIe siècle, avec l'arrivée des réseaux sociaux. Et il porte un nom bien précis, Julia. Exactement, il s'agit du cyberharcèlement. Alors toute l'ampleur du phénomène est liée au développement des réseaux sociaux et d'Internet, évidemment, parce que toute la capacité de nuisance du harcèlement, elle est proportionnelle à l'arborescence sans limite du web. Et c'est ça le problème. Avec l'émergence des nouvelles technologies de communication et d'information, eh bien, des personnes vont pouvoir propager, par exemple, des rumeurs, ternir votre réputation via les réseaux sociaux. On va vous cibler avec des tweets, avec des posts insultants. Vous allez pouvoir vous retrouver, par exemple, à être humilié, moqué via des emails. Et le
problème de l'entreprise, c'est les réseaux, par exemple, intranet, les réseaux internes de communication, internes à l'entreprise. Ces harceleurs, ils vont exercer leur emprise, leur pression dans cette dimension numérique et ça va prendre une ampleur, c'est le mot que je cherchais, une ampleur énorme, ça va être plus efficace, plus intrusif et du coup beaucoup plus nocif. Et ça, c'est vraiment la faute du web et des réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les règles à suivre dans le cas d'un cyberharcèlement. D'abord, on signale tout de suite les propos, les mails, les écrits au sein de l'organisation, d'un responsable hiérarchique, au sein d'un membre du personnel, d'un syndicat. Et puis si c'est des menaces d'ordre plus précises, on s'adresse à la police. On s'adresse à son fournisseur d'accès, Laurent. Si c'est via Facebook que ça se passe, vous prévenez Facebook, vous prévenez Twitter et vous prévenez aussi votre fournisseur d'accès, Orange ou autre. Voilà comment ça fonctionne, en tout cas pour se défendre. Alors, puisque vous êtes sur la toile, Julia, est-ce que vous ne pourriez pas nous indiquer un site à consulter, par exemple, ou un numéro à composer en cas de harcèlement? Vous avez des aides officielles, effectivement, 2 sites très spécifiquement dédiés au harcèlement. D'abord, Non au harcèlement, qui est le site du gouvernement, qui a aussi sa page Facebook. Là, vous avez un numéro, le 0800 200 000, ouvert tout le temps. Vous pouvez vous adresser directement au site. Et là, vous avez toutes les réponses à vos questions. Et puis celui-ci, le site du service public de l'administration française. Alors là, on va vous expliquer de quoi s'agit-il, qui est responsable, comment retirer les contenus, très important, les plaintes, les enquêtes, les peines encourues, tout est sur les sites que je viens de vous citer. Et c'était essentiel de nous l'indiquer. Merci beaucoup, Julia. Le voyage continue au Moyen-Orient maintenant, où les premières victimes de harcèlement sont les employés domestiques, des femmes maltraitées qui n'ont pratiquement aucun recours face aux violences subies. Bonjour Sylvain, vous êtes actuellement au Liban et là-bas il est très très courant d'avoir du personnel de maison. Bonjour Laurent, en effet au Liban, comme dans tout le Moyen-Orient, c'est une tradition d'avoir des employés domestiques à la maison. Généralement, ces femmes viennent de pays pauvres d'Asie ou d'Afrique. Mais ces travailleuses ne relèvent pas du Code du travail, elles relèvent d'un système juridique qui s'appelle la kafala, un système de tutelle qui considère ces employés comme des enfants mineurs, ce qui donne à peu près tous les droits aux employeurs. Comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Philippine de Clermont-Tonnerre et Chloé Doma, c'est la porte ouverte à tous les abus, des salaires impayés, jusqu'à ce qu'il faut bien appeler de la torture. Chaque mois, elles sont des dizaines à trouver refuge auprès de l'association Caritas de Beyrouth. Cette béninoise de 37 ans a fui il y a 2 semaines le domicile de son employeur qui ne la payait plus, alors qu'elle travaillait 7 jours sur 7. Elle est accueillie par une assistante sociale qui parle sa langue pour évaluer la situation. Ici, on est ici pour t'aider, ok? Maintenant, tu vas voir l'avocat aussi. Il y a 3 ans, cette femme s'est vue proposer un travail de domestique au Liban pour seulement 170 € par mois. Après 2 mois, son employeur a arrêté de la payer. Aujourd'hui, elle veut récupérer son salaire et rentrer chez elle. L'agent de 3 ans, c'est avec le monsieur. Je suis comme ça. Tous mes valises, mes habits, tout est dans la maison là-bas. Mes portables, mes carnets de trucs là, tout. Le cas de cette femme de ménage est loin d'être une exception. Comme elle, des milliers de migrantes sont victimes de harcèlement en tout genre. Cette Éthiopienne de 21 ans a été séquestrée 8 mois. Elle a profité d'un moment d'inattention de son ancien patron pour prendre la fuite. Je travaillais de 6 h du matin jusqu'à 3 h du matin. Et tu avais des jours de repos? Non, je n'avais pas de jour de congé et je ne pouvais pas sortir. La porte était fermée à clé. J'étais battue, obligée de dormir dehors sur le balcon. Je n'avais pas de salaire et il y avait un vieil homme qui me harcelait sexuellement. Ils m'ont même rasé la tête 3 fois. Des violences face auxquelles les victimes ont peu de recours. Soumises à la tutelle juridique de la kafala, elles n'ont aucun droit, même pas celui de s'enfuir. Aux yeux des avocats qui les défendent, cela équivaut à une forme d'esclavage moderne. Même si elle est victime de violences, de maltraitance ou de violation de ses droits, elle ne peut quitter le domicile de son tuteur ou changer d'employeur, à moins que son garant n'accepte ce départ. Il lui est techniquement impossible de recourir à la justice pour réclamer ses droits, parce qu'en cas de fuite, elle est passible d'arrestation. Cela est considéré comme une infraction au régime de séjour de ces femmes. Grâce au travail des organisations de défense des droits des travailleurs,
Quelques employeurs ont bien été condamnés. Mais dans leur immense majorité, les victimes sont contraintes de quitter le territoire libanais, bien souvent sans avoir été payées, ni avoir reçu aucun dédommagement. Merci Sylvain, à bientôt. On compte sur vous, évidemment. Allez, retour chez nous à présent avec Isabelle Martinet. On va faire un point, Isabelle qui nous rejoint, sur le harcèlement au travail et en France. Alors pour commencer, Isabelle, est-ce qu'il existe une définition légale ? Oui, absolument. Le harcèlement est défini comme propos ou comportement répété ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne, d'altérer sa santé mentale ou physique et de compromettre son avenir professionnel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le nombre de déclarations, 80% concernent le harcèlement moral, 10% le harcèlement sexuel et 10% des violences physiques. Et quels sont les faits justement considérés comme harcèlement moral ? Alors, à titre d'exemple, parce que c'est très difficile de résumer ce genre de choses, c'est vraiment au cas par cas. À titre d'exemple, les juges retiennent tout ce qui est humiliation, brimade, réflexion déplacée, par exemple, sur l'âge ou sur la tenue, ou des critiques publiques sur les capacités. Ils retiendront également le discrédit, c'est-à-dire l'attribution de tâches dévalorisantes, ou au contraire, qui vont dépasser les capacités. Et puis, on retiendra également des sanctions qui sont injustifiées. Par exemple, un avertissement infondé. Et quelles sont les personnes concernées, finalement ? Quelles sont les conséquences aussi ? Alors évidemment, ce sont les plus vulnérables, c'est-à-dire des salariés âgés ou à revenus modestes, ou des femmes seules avec enfants. Mais de plus en plus, on voit aussi des cadres issus de fusions d'entreprises et qui sont placardisés parce qu'ils coûtent cher à licencier. Alors, si une explication avec l'agresseur n'arrange rien, il ne faut pas laisser traîner la situation parce qu'on va finir par douter de soi et par s'enliser dans l'isolement. Et là, les conséquences peuvent être catastrophiques. Si l'on en croit les chiffres, 7 victimes sur 10 perdent leur emploi et 5 sur 10 souffrent de dépression. Oui, puis on peut avoir l'impression qu'il n'est pas si facile que ça de se défendre. Ah non, loin de là. C'est pas évident du tout. Pourquoi ? Parce que le harcèlement doit être démontré. Ça veut dire qu'il faut l'identifier, donc le distinguer de, je dirais, la simple pression courante que l'on peut connaître dans le cadre de son activité. Et c'est toute la difficulté, parce qu'il faut bien savoir qu'une accusation de fait inexistant est jugée comme dénonciation calomnieuse pouvant entraîner le licenciement du salarié pour faute grave ou lourde. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors déjà, il faut disposer de preuves directes, c'est-à-dire des emails, des photos, des certificats médicaux, évidemment des témoignages. Là encore, attention, certes, en France, quand même, la liberté d'expression existe. Oui, mais un témoignage de mauvaise foi qui a pour seul objectif de nuire à l'employeur s'apparente à de la diffamation et là, eh bien, le témoin peut aussi être licencié. Donc, attention, lorsque vous disposez de preuves qui laissent présumer à une forme de harcèlement, généralement moral, eh bien, vous prévenez les représentants du personnel. Vous pouvez aussi contacter l'inspection du travail, engager une procédure de médiation, saisir avec un avocat le conseil des prud'hommes, voire la justice pénale. Et dans ce cas, ça sera à l'employeur d'apporter des éléments contraires. Alors, les sanctions, quelles sont-elles ? Alors, elles sont de deux sortes. Les sanctions disciplinaires prises par l'employeur, c'est-à-dire la mutation, la mise à pied, voire le licenciement de l'harceleur. Et puis il y a bien sûr les sanctions juridiques, pénales, à savoir 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et pour le harcèlement sexuel ? Il est passible de la même peine. C'est un délit que l'on évalue à environ 1 millier de cas par an en France dans le cadre du travail. Depuis 2012, d'ailleurs, ça ne concerne plus uniquement la recherche avérée de l'acte sexuel, mais également le fait d'évoquer des sujets sexuels. Mais pour autant, la situation ne semble pas s'améliorer, puisque selon les sondages, 1 femme sur 5 serait victime en France de harcèlement sexuel au cours de sa carrière professionnelle. Dans 40% des cas, l'agresseur est un collègue, beaucoup plus rarement un patron. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que 5% des cas seulement sont portés devant la justice, avec en retour 90% de plaintes classées sans suite. Il ne faut donc pas s'étonner que la première loi soit celle du silence. C'est ce qu'on peut appeler un bilan plutôt effrayant, tout comme les chiffres que vous avez cités.